Bonjour à tous, je suis Laurent Blodarzik, directeur technique chez Actionable. Bienvenue à ce webinaire. Donc je vais aujourd'hui participer à ce webinaire d'Exploria. D'ailleurs, je voulais d'abord remercier Exploria d'avoir organisé ces 2 semaines, ces 2 semaines de formation qui sont ouvertes à tous, vraiment pour évangéliser, on va dire, l'IA et l'utilisation de l'IA dans les différents écosystèmes. Moi, pour ma part, je vais vous parler aujourd'hui d'IA et d'IA responsable. Je vais partager. Bonjour à tous. Donc pour l'organisation, donc il y a un chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le chat. Moi, je les ai en visu. Donc j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Si jamais vous voyez que j'ai pas eu répondu à votre question, n'hésitez pas à la resoumettre si jamais j'en oublie certaines. Et dans tous les cas, à la fin, je proposerai de répondre à des questions s'il en reste. Alors, je vais partager la présentation. Donc, je vais vous faire. Je suis entre les deux. Okay. Donc, sur la présentation, il y aura donc 2 parties. Donc, je vais vous présenter notre solution qu'on appelle RML pour Responsible Machine Learning. Donc voilà, qu'est-ce que pour nous est l'IA responsable aujourd'hui. Et ensuite, je ferai une démonstration d'outils que l'on met à disposition, qu'on a commencé à développer chez nous et qu'on a vocation à rendre open source, permettant de faire de l'IA responsable. Alors d'abord, un peu les 3 défis de l'industrialisation, parce que voilà, on parle beaucoup d'IA. Aujourd'hui, l'IA en production, ça reste encore un sujet épineux, assez problématique. Derrière ça, on voit 3 grands défis. Il y a toujours une notion de transparence. Voilà, l'IA, surtout quand on se met à utiliser du deep learning, c'est un peu black box. Et aujourd'hui, avoir des outils qui permettent d'avoir de la transparence de ce qui se passe et surtout de comment est fait l'apprentissage et après comment les décisions sont prises est vraiment devenue très importante. Donc là, il y a un pourcentage de 76% qui vient d'une étude Gartner qui estime que 76% des PDG sont préoccupés par ce manque de transparence parce que derrière la transparence, on met un peu la notion de contrôle derrière que l'on peut y mener. Voilà. Et si on se met à faire des décisions basées sur une IA, on veut forcément garder le contrôle de ce qui est décidé, parce qu'à la fin, l'entreprise forcément reste responsable de tout ce qui s'y passe. Ensuite, il y a pour nous un défi qui est lié au biais. Nous, ce qu'on observe, et une étude Gartner aussi la met en avant, c'est la notion des biais. Voilà, quand on parle d'IA, on parle d'apprentissage machine basé sur des données. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de ces données historiques comportent des biais. Alors, il peut y avoir des biais intentionnels par rapport à différents métiers, mais il peut y avoir aussi des biais inintentionnels qui se retrouvent dans les données. Et donc, si on ne fait pas attention, forcément, ce qu'on va construire comme machine learning va également reproduire ces biais, voire même les amplifier. Et enfin, le dernier élément important pour nous, c'est tout ce qui est environnemental. Voilà, tout ce qui est machine learning est quand même gourmand, on va dire, en ressources, surtout sur la phase d'apprentissage, qui est gourmande. Si on se met à brasser des volumes de données très importantes, on peut se retrouver à avoir une empreinte carbone correspondant à plusieurs années de vie d'un être humain. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir conscience et du coup essayer derrière d'avoir des techniques pour minimiser les entraînements que l'on peut faire. Alors pour nous,
le Responsible Machine Learning, il y a trois axes derrière. Il y a d'abord un projet de machine learning, donc ça reste un projet informatique sur lequel nous, on construit tout un ensemble de guides méthodologiques pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc ça reste des projets IT, mais liés à plusieurs éléments vraiment discriminants qui nécessitent d'ajuster notre référentiel de développement informatique. On a après tout ce qui est derrière, tout ce qui est certification partenariat. Donc nous, on est forcément entouré de partenaires. Hein. On n'est pas éditeur de solutions ni provider de cloud. Et enfin, on met à disposition des outils dont je vous en ferai une démonstration tout à l'heure, qui déjà utilise une partie de l'open source existant et qui vient l'enrichir. Et donc avec ces trois piliers, nous menons à bien des projets d'IA dans les entreprises. Nous avons mis en place, on va dire, 7 piliers derrière l'industrialisation du machine learning. Alors, ces piliers sont pour nous très importants. Ça englobe l'état de l'art aujourd'hui de ce qui se fait en IA responsable. D'ailleurs, vous pouvez trouver, je pense, les chiffres 1 à 5 qui viennent d'études de la Commission européenne, qui travaille beaucoup sur les sujets d'IA et d'IA responsable. Pour un peu décrire ce qu'il y a dans ces 7 piliers, d'abord le 1, gouvernance et human in the loop. Donc là, c'est vraiment travailler sur à la fois la gouvernance des données qui sont présentes dans l'entreprise, la gouvernance des modèles qui sont mis à disposition, et avoir ce qu'on appelle human in the loop, donc avoir un contrôle humain à la fois de toutes ces données, de tous ces modèles et de l'utilisation de ces modèles. Donc ça, c'est vraiment un premier pilier très important. Le deuxième, c'est tout ce qui est robustesse et sécurité. Voilà, on rentre quand même dans un projet IT. Ça a besoin d'être robuste, ça a besoin d'être sécurisé. Des modèles, ça peut également se faire hacker, comme n'importe quel code informatique. Donc, il faut aussi se prémunir de la robustesse du modèle, jusqu'où je peux l'utiliser, jusqu'à quel moment je ne peux plus l'utiliser, et quels moyens de défense je peux mettre derrière pour éviter des attaques. Ensuite, nous avons regroupé dans le 3, explicabilité et conformité. Pourquoi l'avoir regroupé? Parce que généralement, les besoins d'explicabilité sont liés derrière à des besoins de conformité par rapport à certains métiers. Typiquement, les banques sont obligées de pouvoir tracer. Quand vous demandez un crédit immobilier, ils vous demandent de tracer la réponse qu'ils vous ont donnée et pourquoi ils vous ont donné un accord ou non pour votre crédit. Donc ça, on a regroupé sur l'explicabilité et sa conformité. Donc je parle de conformité métier. Ensuite, quatrième pilier, l'IA inclusive. Donc ça, c'est vraiment faire attention aux données et aux biais potentiels qu'on peut avoir dans les données, soit sur la phase d'apprentissage, ou soit sous la forme d'utilisation après du modèle, et de bien vérifier que les décisions qui sont prises ne comportent pas de biais. Donc dans un premier temps, c'est montrer, bien pouvoir tracer les décisions qui sont prises, et après en faire des analyses pour voir s'il n'y a pas si tout s'est passé correctement, et s'il n'y a pas eu de biais derrière. Cinquième pilier pour nous, l'aspect privacy. Donc, nous, en Europe, nous sommes couverts par le GDPR, le GDPR qui forcément nous demande de rentrer en conformité par rapport à la vie privée des gens, si vous collectez de la donnée personnelle. Donc derrière, c'est la gestion du consentement, le recall du consentement, la mise à jour du consentement de l'utilisateur par rapport aux finalités que vous faites des potentiels données que vous utilisez. Sixième pilier, donc je vous disais, c'est tout ce qui est lié au green, en tout cas du coup à l'utilisation de l'IA et faire attention derrière
aux entraînements qui sont faits et l'impact potentiellement négatif sur l'environnement. Donc ça, je vous montrerai. On a commencé à faire des calculatrices carbone qui vous montrent l'impact qu'a votre entraînement sur l'écologie. Et enfin, ce qui englobe un peu tout ça, c'est tout ce qui est machine learning operation. Donc, c'est tout ce qui est lié au projet informatique en général. On appelle aujourd'hui MLOps, qui permet d'automatiser le plus possible, de bout en bout, de la phase d'exploration de données à la phase de mise en production d'applications IA qu'on englobe dans MLOps. Comme je disais, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, j'essaierai de les répondre. Alors, les avantages derrière de tout ça, qu'est-ce qu'il faut bien retenir? C'est forcément un aspect time to market. Ce qu'on veut, c'est quand même que l'IA soit utile en production. Donc, derrière, il y a un time to market qui est associé à ça, qui est basé du coup sur le fait qu'on capitalise sur une méthodologie permettant de sécuriser ces phases projets. Ensuite, un aspect ROI. Quoi qu'il en soit, on essaye toujours d'avoir derrière un retour sur investissement des différents projets. Nous, on utilise beaucoup l'open source et du coup, on participe maintenant au développement de l'open source autour de l'IA, qui permet d'ailleurs d'avoir une maîtrise des coûts de nos systèmes. La conformité, garantir la transparence, les qualités des modèles, l'aspect green, comme je disais tout à l'heure, déjà gérer et réduire l'empreinte carbone qui permet d'alimenter les RSE et tout ce qui est objectif de Green IT qui devient de plus en plus important dans les différentes entreprises. Et enfin, assurer la pérennité. Nous sommes complètement agnostiques, indépendants, qui permet d'avoir une pérennité de la solution dans le temps, sans être lié à un potentiel provider ou solution. Alors, ce qu'on voit derrière, ça c'est les différents offres derrière, mais que l'on retrouve, on va dire, dans l'évolution des entreprises. Il y a d'abord tout ce qui est training. Ça c'est concrètement ce que je fais aujourd'hui avec une première acculturation de l'IA responsable, les 7 piliers que j'ai mis derrière, d'avoir déjà une première connaissance et après de pouvoir rentrer en profondeur dans chacun de ces sujets. On travaille également sur des audits et des recommandations sur des systèmes soit nouveaux, soit existants, qui ont vocation à évoluer. Donc ça peut être sur l'aspect, on va dire, technologique, vraiment sur les plateformes, les méthodes, les process, mais ça peut être aussi côté métier, sur les use cases, les cas d'usage, les retours sur investissement attendus et les feuilles de route métiers qui peuvent en découler. Et enfin, la dernière étape, dernière marche, c'est tout ce qui est réalisation, donc construction. Souvent, ça commence par les MVP et la première mise en production et après vraiment une industrialisation. Et ce qu'on voit, c'est que les sujets IA et la production de briques IA, après, sont utiles à différents services, différents métiers. Donc vraiment, si on se met à rentrer dans une phase d'industrialisation, on peut se mettre à capitaliser sur les différents projets et proposer finalement des services IA pour les métiers de l'entreprise. Je vais passer, alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie. Et je vais passer du coup, à la démonstration du coup, de quelques briques contenues dans RML. Et, donc nous, sur l'utilisation, je vous disais, de l'open source, nous avons commencé à développer
différents outils par rapport aux différentes idées. Alors, je vois qu'il y a une question, j'ai posé une question, j'essaie de la retrouver. Quelle portabilité des modèles d'IA sur des jeux de données différents? Alors ça reste effectivement pas problématique, mais un grand sujet. Forcément, les modèles sont entraînés sur certaines données et du coup, les modèles sont entraînés sur des données particulières et ont vocation à retrouver, en tout cas à minima, les variables discriminantes pour être réutilisées par la suite. Après, c'est un peu moins vrai dans tout ce qui est computer vision parce qu'il peut faire abstraction, on va dire, du contexte de prise en compte des photos. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse générique, je pense, sur la portabilité des modèles. Ça dépend un peu à chaque fois du modèle en question, comment il est construit et à quel point je vais pouvoir avoir des données d'entrée réutilisables sur mon modèle. Ensuite, j'avais une question sur le pipeline MLOps utilisé aujourd'hui chez Actionable. Donc ça, je vais vous en montrer quelques-unes. Après, j'ai pas mis un peu de schéma d'archi derrière, même si c'est assez, c'est toujours utile d'avoir des schémas d'archi. Donc, nous derrière, sur les parties, on va dire, entraînement au déploiement, on se base sur différentes solutions open source, notamment MLflow ou Kubeflow, qui sont très importantes pour nous. On fait des créations avec Flask, par exemple. Voilà. Dans la démonstration, il y a quelques briques sur lesquelles je fais référence. Et on pourra, si vous voulez, en discuter à la fin. Alors, une nouvelle question. Quel est le profil des sociétés qui utilisent actuellement l'IA, PME? Quelle est la démarche pour mettre en place l'IA? Le besoin vient-il de l'utilisateur de l'IT en général? Alors, ça, c'est. En tout cas, je peux vous parler, moi, de mon expérience. Aujourd'hui, les sociétés qui utilisent l'IA sont très larges. C'est à la fois des très grands groupes, c'est à la fois des plus petites PME et même des startups. Hein. Il y a beaucoup de startups qui se lancent dans l'IA. Donc, je pense qu'il n'y a pas de profil de société. Ce que je vois, c'est que les cas d'usage sont très variés, impactent beaucoup de domaines. Et donc derrière, voilà, il n'y a pas de profil, je dirais, de société. Sur les démarches, alors, ça vient un peu avec l'utilisation. C'est vrai que comme l'IA, ça vient sur l'apprentissage de la donnée, il y a beaucoup de demandes qui viennent directement de l'IT. Après, attention, parce que du coup, il faut bien raccrocher ça au métier pour que ce soit utilisable derrière dans les process métiers. Donc, la recommandation qui est toujours faite, c'est voilà, bien démarrer du métier, de l'impact de l'IA dans les métiers, et de derrière voir les données qu'on a à disposition, et potentiellement étudier s'il y a des partenaires sur lesquels il serait intéressant de partager les données, soit en B2B, ou alors voire même utiliser des données open source. Hein. Ça peut être aussi un bon complément. Et après, de décliner ça sur l'IT. Parce que effectivement, les besoins qui sont des fois remontés par l'IT, ça peut être voilà, parce qu'ils ont identifié en tout cas des cas d'usage qui pourraient répondre à des besoins. Mais ce qu'on conseille toujours, c'est de bien faire le cadrage métier de son utilisation avant de lancer le développement en lui-même. Je vais continuer un petit peu la démonstration. Donc, je parlais des différents outils que je voulais
partager avec vous, qu'on utilise sur les différents projets. Il y a d'abord dans l'axe robustesse et sécurité, donc on a baptisé Secure Us, donc ça c'est voilà, vraiment une méthodologie pour sécuriser les modèles, à la fois permettre des tests aux limites et de pouvoir répondre aux attaques adverses. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur notre blog, il y a encore quelques articles qui avaient été partagés à e-Paris l'année dernière, qui le sera peut-être encore cette année. On n'a pas encore eu les réponses pour du coup, le prochain événement à e-Paris, mais on avait fait du coup déjà des travaux l'an passé qu'on a partagés sur les attaques adverses. Il y a tout ce qui est Explain Us, donc ça c'est nous tout ce qui est lié du coup à l'explication des modèles de machine learning. Voilà, il y a différentes méthodes qui existent aujourd'hui pour avoir de l'explicabilité soit locale sur une décision particulière, soit globale sur l'entraînement du modèle qui est fait. Ensuite, il y a tout ce qui est Quality for All. Donc, ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, machine learning, on utilise les données comme entrée. Donc, la qualité des données va beaucoup influencer derrière les modèles et la précision des modèles. Donc, mettre en place une qualité de données, c'est souvent un prérequis à n'importe quel projet de machine learning. Donc, nous, on a 6 axes de qualité de données qui sont complétion, unicité, conformité, précision, constance et promptitude. Donc, ça, c'est vraiment les fondamentaux de la qualité de données qui sont aujourd'hui, en tout cas pour nous, vraiment indispensables. En termes d'IA inclusive, ça c'est une bibliothèque, pareil, qui permet de détecter les biais. Donc, ça peut détecter les biais soit déjà dans les données, on va dire, qui arrivent en amont, ou ça peut détecter les biais liés à l'utilisation du modèle. Donc, on pourra faire un entraînement, et après on se rend compte dans la vraie vie, en utilisant que peut-être les décisions qui sont prises par notre modèle sont peut-être des... Voilà, il peut y avoir une phase, on va dire, détection de biais en amont ou en aval du système de machine learning mis en place. Et enfin, Green AI, donc il y a GreenOps, donc ça c'est déjà une calculette d'empreinte carbone, qui est déjà permet de faire une photo à date un peu de votre IT, de votre impact carbone que vous avez sur votre IT, sur votre entraînement de modèle, et après de voir quels sont les leviers que vous avez pour la réduire et l'optimiser. Et sur l'optimisation, il peut y avoir aussi notamment des concepts d'optimisation sur la recherche d'hyperparamètres, qui est voilà, une des phases d'entraînement du modèle, qui est souvent gourmande en énergie. Et il existe aujourd'hui des modèles, en tout cas des méthodes scientifiques qui permettent d'optimiser ces recherches d'hyperparamètres. Donc sur l'outil, je vais vous présenter quelques indications de roadmap. Donc je vais vous montrer les différents écrans qui sont disponibles aujourd'hui. On va continuer à travailler dessus, notamment sur Q3, tout ce qui est GreenML, et pouvoir générer des PDF de qualité de données. Ça, c'est voilà, différents clients qui nous demandaient, parce qu'en fait, on a une qualité de données, mais qui est donnée dans l'interface, et ils ont besoin d'avoir plutôt ça sous forme extrait de PDF pour le partager aux différents services internes. Donc ça sera sur Q3. Sur Q4, ça va être beaucoup sur l'explicabilité. Et pareil, pouvoir donner des fichiers d'explicabilité des différents modèles pour pouvoir les partager, faire des workshops en interne dans les différentes entités de l'entreprise. L'intégration de MLflow qu'on va faire sur la traçabilité. Et on a vocation du coup à rendre tout ça open source, qu'on estime voilà, possible d'ici Q4. Et Q1, ça sera beaucoup sur l'intégration de nos travaux de minimisation de recherche d'hyperparamètres et de sécurisation des modèles, qui arriveront donc normalement sur Q1 2021. La démo, donc je vais faire une démonstration donc de RML. Je vais couvrir 3 grands piliers, tout ce qui est détection de biais, même 4, parce que je couvre aussi tout ce qui est qualité de données,
tout ce qui est donc IA inclusive, un exemple de visuel sur Green AI et l'utilisation derrière, en tout cas en visuel, de Maps. Donc j'ai passé à la présentation, peut-être que je prends. Je vais donc passer à la démonstration. Donc, normalement, voilà, vous voyez l'environnement. Alors, je vais prendre au passage, je vois deux questions. Vous pouvez partager un exemple d'une IA, d'une illustration qui roule depuis quelques temps pour illustrer vos propos. Par exemple, on a dans le secteur de l'assurance la détection de fragilité. Donc voilà, c'est pour un domaine lié à l'assurance et l'assurance à la personne. Et en fait, pour des besoins de priorisation, on fait du NLP pour détecter les fragilités des gens. Donc ça peut être des fragilités financières, ça peut être des fragilités liées, liées au poids familial ou liées à l'isolement. Voilà, donc on se base sur différentes données qui peuvent venir des échanges emails, des conversations téléphoniques avec des téléopérateurs. Et derrière, on va faire, par exemple, donc là, une prédiction de fragilité qui permet d'enclencher, on va dire, plus rapidement les actions derrière et de bien les prioriser. Donc ça, sur l'hyperparamétrisation des modèles. Alors, je n'entrerai pas dans le détail parce que moi, je ne suis pas data scientist. Moi, je travaille vraiment sur l'industrialisation des modèles. Donc, sur l'hyperparamétrisation, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez envoyer une question sur soit moi directement, donc laurent@actionable.com ou contact@actionable.com et l'équipe data science pourra vous faire sans doute une réponse ad hoc là-dessus. Donc, notre outil, Responsible Machine Learning. Donc ça, c'est un outil que l'on a développé, donc il y a vocation à être open source, qui est là pour soutenir un peu nos différents projets et faciliter les différentes étapes en s'axant sur les piliers que j'ai vus tout à l'heure. Donc tout d'abord à gauche, vous pouvez avoir une gestion de projet, donc là où vous pouvez avoir vos différents projets en cours. J'en ai préparé un pour ce test, qui est du coup sur de l'E3 de crédit. J'ai uploadé 2 fichiers pour cette démonstration. Donc là, on a tout ce qui est voilà, gestion des sources et de leur qualité. Dans un premier temps, c'est basé sur des fichiers CSV. Après, on a vocation à du coup plugger ça sur directement des bases de données chez les différents clients. Après, je vais vous montrer tout ce qui est gestion des biais et comment essayer de débiaiser les modèles. Après, il y aura tout ce qui est entraînement, qui est uniquement du visuel, le calcul de l'empreinte carbone et le déploiement. Si je commence par voilà, la qualité de données, on a déjà mis en place un outil qui permet assez facilement soit d'uploader des fichiers, soit du coup de se plugger à des bases de données et de faire directement l'analyse de qualité de données. Donc là, dans mon exemple, ça permet de faire quoi? De voir déjà les différentes variables qui sont dans mon dataset, si c'est numéraire ou catégoriel. Ici, c'est sur un fichier de 3 de crédit en Allemagne, un fichier open source que j'ai trouvé sur Internet qui nous donne l'âge, le sexe, le job, le type de ménage, le crédit, la durée. On peut regarder ici la complétude.
qui est toujours importante si vous faites des entraînements derrière, et avoir la complétude des données et la répartition de manière assez simple. Si on regarde par exemple la partition du sexe des personnes, là typiquement on voit qu'on a une mauvaise répartition parce qu'on a beaucoup plus d'hommes, 690, versus de femmes, 310, qui sont dans ce dataset. On peut regarder peut-être sur les purposes. Donc là, on voit les différentes données qui sont dans le fichier, leur répartition. Donc si c'est des crédits qui sont donnés pour développer un business, pour acheter une voiture, pour de l'éducation, etc., etc. Donc ça donne une première vue. Si on veut rentrer de manière un peu plus détaillée, on peut extraire le rapport. Alors, je ne sais pas du coup si ça va s'afficher à l'écran, mais ça, du coup, ça donne un rapport de vraiment la qualité de données. Je pense qu'il faut que je switch. Alors, je vais switcher pour vous montrer le rapport lui-même. Hop, hop. Voilà, sur la qualité de données. Donc là, si vous connaissez, c'est les rapports Panda Profiling qui sont assez complets et qui sont toujours très utiles quand vous avez des nouveaux jeux de données. Déjà, ça vous donne un peu une overview des données que vous manipulez. Donc là, on dit 11 variables, 1000 observations, 577 cellules. Vous avez le pourcentage, enfin 570 missing cells. Donc il y a 577 valeurs qui ne sont pas présentes. C'est toujours important. Et après, vous avez différentes répartitions et quelques métriques sur chacune des valeurs. Donc ça, c'est Panda Profiling qui gère ça et qui permet, je pense, c'est vraiment hyper utile au début, dès que vous vous mettez à avoir des jeux de données, d'avoir une bonne compréhension derrière de ces données-là. Et vous avez aussi les corrélations qu'il peut y avoir. Donc là, voir les corrélations plus ou moins fortes. Là, par exemple, on voit forcément une corrélation très forte entre la durée du crédit et son montant. Voilà. Mais dans d'autres cas, ça peut être d'autres choses qui sont mises en exergue grâce à ce rapport. Alors, si je reviens du coup sur mon outil, donc ça, c'est vraiment voilà, déjà première étape, gestion de qualité de données. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des biais. Donc là, si je fais toujours par rapport à mon exemple d'octroi de crédit en Allemagne, ce qu'on va faire, c'est analyser les données et voir les potentiels biais qu'on peut avoir dessus. Donc là, pour la démonstration, on a fait un exemple sur le sexe de la personne. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une variation assez importante du simple double entre les hommes et les femmes. Donc ici, on a différentes métriques de calcul de biais. Ces différentes métriques, elles sont données pareil en open source par IBM, IBM Fairness, qui sont réutilisées, du coup qui sont intégrées à ça pour une utilisation plus simple, et du coup qui détectent, suivant plusieurs métriques, dont la définition est donnée en dessous avec les valeurs optimales. Les valeurs sont données et vous donnent un indice, on va dire, sur des biais potentiels. Donc là, sur cette valeur-là, donc sur le sexe de la personne, on se dit qu'on a a priori un biais détecté. Donc une fois qu'on a détecté ça, on a 4 possibilités pour débiaiser ces différents systèmes. Donc là, du coup, on peut les essayer et voir si telle ou telle méthode de débiaisage fonctionne dans notre cas. Pour la démonstration, je vais aller à celui qui fonctionne le mieux, on va dire. Donc du coup, il y a des méthodes statistiques qui sont utilisées pour prendre les données d'entrée, mettre du coup des systèmes de débiaisage et de voir son impact. Donc à chaque fois, dans les métriques, il y a 2 couleurs.
Le gris, donc c'est l'original, et le orange, c'est le résultat de ce calcul de biais suite à la correction, on va dire, qui est faite dans le système. Donc là, on voit, dans notre cas, voilà, cette méthode a permis globalement de débiaiser notre système. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet plus sereinement de choisir les modèles d'entraînement. Donc là, on a plugué ce front pour pouvoir assez facilement choisir les données, choisir les méthodes, par exemple MLStreamBoost. Donc là, sur notre sélection, on a mis l'optimisation pré-processing, récapitulation, et de pouvoir du coup lancer les différents entraînements. Voilà, ça va être un petit peu long, donc je ne le ferai pas pour la démonstration, mais l'idée est de pouvoir assez facilement lancer les entraînements de modèles. Ensuite, si je passe au calcul d'empreinte carbone, donc ça, bon, très important, hein, c'est de capitaliser aussi sur les entraînements. Donc, derrière les entraînements, vous avez tout ce qui est précision agricole, qui sont sortis de différentes phases d'entraînement, et rajouter, pour que ce soit un peu impactant pour l'utilisateur, le CO2 généré, enfin émis, dû à l'entraînement de ce modèle. Alors ça, c'est configuré, hein, parce que derrière les entraînements, ça dépend de votre data center, ça dépend de comment est fournie l'électricité de votre data center, forcément de la durée d'entraînement et des machines qui sont derrière. Donc derrière ça, là on voit les différents modèles qui sont des exemples, hein, qui ne sont pas à prendre tel quel, et les pourcentages de CO2 émis. Et comme ce n'était pas assez parlant, finalement, le CO2, voilà, quand on parle de, je sais pas, 120 grammes de CO2, 300 ou 300 000, on a du mal à estimer l'impact derrière. Et ce qui arrive de plus en plus, qui a été repris par NVIDIA, c'est de derrière mettre le nombre de millimètres carrés de glace perdue à cause de ça. Donc c'est un raccourci, hein, qui n'est pas, qui donne un peu une règle de 3 entre le CO2 et l'estimation de la glace perdue. Le but étant que les gens s'aperçoivent de l'impact du dégagement de CO2, et donc finalement le prennent aussi en compte dans leurs analyses, dans leurs réflexions, et qui capitalisent bien sur les entraînements, sur leurs résultats, afin de minimiser, on va dire, les entraînements. Donc ça permet, sur les différents fichiers, faire différents entraînements et d'avoir un peu un historique des entraînements qu'on a fait. Et typiquement, derrière, c'est plugué à MLflow pour tracer du coup les entraînements. Ensuite, on a tout ce qui est modèle déploiement. Donc ça, de manière assez simpliste, hein, c'est les différents modèles, l'environnement sur lequel je veux le déployer, la récapitulation, et puis déployer le modèle. Ça permet juste de assez facilement donner la main. Si vous êtes dans un environnement, vous pouvez choisir l'environnement sur lequel vous déployez, et du coup gérer les droits derrière, vu qu'il y a une droit de déployer, mais de pouvoir donner la main assez facilement, sans devoir entrer dans une procédure qui prend 3 jours, mais assez facilement, du coup, créer les modèles entraînés, les mettre sous forme d'API. La plupart de nos systèmes aujourd'hui sont basés sur des API et qui sont déployés pour être après testés, validés et mis en production. Voilà, donc là, je vous ai montré beaucoup de, on va dire, les différents fronts sur ce qu'il y a derrière, en fait, la gestion de projets de machine learning est responsable. Donc, pour répondre à une question, est-ce qu'on se base sur l'open source? Oui, complètement, hein. D'ailleurs, tout ce qu'il y a, il y a énormément d'open source, hein. C'est un peu la base des différentes méthodes.
Donc, on utilise aujourd'hui notamment MLflow, Kubeflow pour le déploiement. Gestion des biais, on a aujourd'hui IBM Fairness, mais on travaille aussi sur d'autres méthodes de débiaisage, mais qui sont, on va dire, des cas un peu spécifiques que l'on intègre dedans sur des métriques, sur des images qui sont pas dans IBM et du coup qu'on a réintégré. Donc, nous, notre but, c'est pas de réinventer l'open source, hein, c'est déjà de bien utiliser l'open source existant. Donc régulièrement, on rebench sur les méthodes de qualité de données, de débiaisage, d'entraînement qui ont été faits. Et le but, c'est déjà de les réintégrer un peu ensemble pour que ce soit encore plus utile et utilisable, on va dire, dans les différents projets. Parce que souvent, en open source, on a souvent le back-office, en fait, et on n'a pas beaucoup d'interfaces utilisateurs pouvant assez facilement les utiliser. Et donc, du coup, ça rebascule la charge, en fait, sur les développeurs front. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment de déjà bien utiliser l'open source, de capitaliser dessus et de le rendre le plus utilisable possible déjà pour nos projets et pour nos clients. Donc, oui, on utilise IBM Fairness. Sur les développements complémentaires, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est lié plus à de l'analyse d'image. Donc, c'est vraiment autre chose qui était pas dans cette démo-là. Mais l'idée, c'est bien d'utiliser, en tout cas, les solutions les plus judicieuses pour nos différents projets. Donc, là, je vous en montrais une qui nous semble aujourd'hui l'une des plus développées. Mais il y en a d'autres aussi qui se développent. Et si elles sont open source intéressantes, ben nous, on les intègre dans cet outil. Je vais prendre. Là, j'en ai fini pour la partie démonstration. Donc, n'hésitez pas à suivre le site actionnable pour être au courant de quand sortira en open source cette différentes solutions. Vous pouvez envoyer des questions, soit à moi directement, laurent@actionnable.com ou alors contact@actionnable.com. Dans tous les cas, je crois que cette session est enregistrée et sera également disponible en replay. Donc vous l'aurez soit via Impactia ou directement sur le site d'Actionnable. Je vais prendre encore quelques questions si vous en avez. J'en profite peut-être pour dire que nous participons également à tout ce qui est à tous les Innovation Challenge qui se développent en France. Et il y a notamment AI for Tomorrow qui a été créé, qui est là par exemple pour donner aux jeunes les clés de l'IA pour définir un peu le monde de demain, comme on parle de plus en plus là, avec le Covid. Donc nous, on est aussi inscrits, on collabore également sur l'activité IA for Tomorrow. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus. C'est un Innovation Challenge qui est ouvert à tous. C'est pas uniquement du développement, il y a aussi pas mal de cas d'études qui sont faits. Nous, on participe beaucoup sur l'aspect environnemental et lutte contre le réchauffement climatique. Notamment, il y aura du coup Alexis Hanard, qui est notre Chief AI Scientist, et Quentin Folconier, qui s'occupe de la direction Sustainability, qui vont du coup participer à ce collectif et du coup accompagner une équipe dans les projets découverts par AI for Tomorrow. J'attends encore quelques minutes si jamais vous avez d'autres questions. Sinon, je pense qu'on pourra mettre fin à ceci.
Voilà. Et sur le chat, il y a le lien qui a été mis pour le site AI for Tomorrow. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu les dernières questions. Avez-vous mis en place un système de feedback loop entre l'utilisateur du modèle et consommateur pour besoin dire plus? Oui, bah, les feedback loops, c'est vraiment tout ce qui intervient dans Human in the Loop. Et le but, c'est bah, une fois que on va dire, il y a des prédictions ou des conseils qui sont donnés par le système IA, et après, c'est de tracer par un responsable métier si oui ou non ça a été pertinent et de réintégrer ça dans le modèle pour que le modèle soit de plus en plus pertinent. Donc ça, c'est un sujet très important dans les phases de connexion et de mise en place. Là, derrière, c'est bien mettre les systèmes, réintégrer du coup une variable qui serait celle du correspondant métier qui indique, et du coup d'automatiser du modèle sur cette base-là et de bien prendre en compte comme une vérité absolue, donc sur un modèle supervisé, cette feedback loop. Comment cette solution se compare-t-elle en termes d'efficacité, de robustesse face à une solution propriétaire sur le marché en termes de dépaysage? Alors ça, nous, on teste les différentes solutions en termes de débiaisage. Donc, il y a plusieurs solutions effectivement sur le marché. Moi, je pense que derrière ça, il y a toujours le choix, soit d'avoir une maîtrise derrière de la solution. Donc, vous avez du coup accès au code, au modèle entraîné, voilà. Soit vous faites accès à une solution propriétaire sur laquelle c'est la solution propriétaire qui s'engage pour vous sur ce qui est développé. Donc, c'est un peu deux philosophies pour moi différentes. Il est toujours difficile de comparer exactement deux modèles, mais je dirais que c'est déjà un choix. C'est soit vous voulez garder le contrôle, ou soit vous ne pouvez pas garder, vous dites que vous ne pouvez pas garder le contrôle, soit en termes de ressources ou financières, et vous dites, bon, pour moi, dans mon cas, il est peut-être plus intéressant que je laisse cette partie-là à un différent métier. Là où c'est compliqué, c'est si vous vous mettez à utiliser une solution IA pour après l'utiliser dans un process métier qui est réutilisé par d'autres. Donc, imaginons, mettez un service IA pour soit en B2C, par exemple sur le octroi de crédit, ou soit en B2B. Et si derrière, ça impacte votre décision, ça devient compliqué de ne pas être propriétaire de la solution parce que ça veut dire que vous êtes dépendant d'un tiers sur les décisions que vous prenez et donc sur votre marché. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi à réfléchir. Après, sur les solutions de bonne source, nous, on les compare et on les intègre. Comme là, j'en ai proposé quelques-unes. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Voilà, ça donnait en tout cas une première évangélisation de l'IA responsable. N'hésitez pas à suivre Actionnable, nous envoyer des différents emails sur ces sujets-là qui sont cœur à nos yeux.